Donc, on parle de vulnérabilité et de paternité sur le territoire montréalais. Donc, comment ça se passe chez vous sur l'île de Montréal. Donc, peut-être deux choses en introduction. Une première qui est de placer l'idée de vulnérabilité en lien avec le phénomène de la paternité, donc de l'exercice du rôle de père. De quoi on parle au juste quand on met ensemble ces deux planètes, vulnérabilité et paternité? Et une des choses qui est intéressante, probablement de noter déjà d'emblée là, dans la présentation que j'ai à faire, c'est que quand on parle de vulnérabilité, on parle souvent de deux choses. La première, c'est ce qu'on peut appeler une vulnérabilité ordinaire. Vous savez, je pense que personne aujourd'hui qui s'est levé en se disant, aujourd'hui, je suis invulnérable. Okay? Donc, l'invulnérabilité, en fait, c'est une idée, ça n'existe pas, là, l'invulnérabilité. Donc, être humain, l'existence humaine est en soi une source de vulnérabilité, puis c'est parce qu'on est vulnérable qu'on se développe aussi. Donc, quand on parle de vulnérabilité ordinaire, on parle ici du simple risque d'être blessé. Donc, chaque fois qu'on se lève le matin, chaque fois qu'on sort dans la rue, qu'on monte un escalier, on risque d'être blessé. Chaque fois qu'on rencontre des personnes, on risque, sur le plan psychologique, de recevoir quelques tapes à la gueule. Et puis bon, c'est des choses qui produisent. Et puis, on parle ici de vulnérabilité ordinaire. Et il y a une autre forme de vulnérabilité qui, elle, est plus simplement de prendre en considération le fait que tout le monde, tout le temps, risque d'être blessé, mais le fait qu'il y a une répartition inégale de ce risque d'être blessé à l'intérieur d'une population. Donc, il y a certains groupes de personnes qui plus de risques ou un risque plus intense d'être blessé. Et c'est là qu'on va parler de vulnérabilité problématique ou particulière. Et puis quand on parle de vulnérabilité dans votre travail, dans la vie de tous les jours de votre travail, c'est principalement cette seconde forme de vulnérabilité auquel on fait référence. Quand on parle des pairs en situation de vulnérabilité, c'est principalement de cette vulnérabilité problématique dont il est question. Mais je veux juste, en début de mon propos, vous rappeler que on est tous vulnérables et puis que lorsqu'on travaille avec des personnes, avec des pairs qui sont en situation de vulnérabilité problématique, il faut se rappeler qu'ils sont aussi engagés dans leur vie, pas juste à essayer de composer avec cette vulnérabilité problématique, mais aussi avec une vulnérabilité ordinaire de tous les jours, et que cet aspect-là, ça constitue aussi un levier de construction de relations et d'alliances avec les pairs. J'ai ici également dans ce schéma le fait que quand on parle de vulnérabilité, soit ordinaire ou problématique, c'est intéressant de distinguer entre des manifestations de cette vulnérabilité et des conditions qui favorisent celle-ci ou qui charpentent cette vulnérabilité. Je vous donne quelques exemples ici. Quand on parle de vulnérabilité ordinaire, chez les pères, ben, les manifestations qui peuvent être associées à cette forme de vulnérabilité, ça peut être le fait de manquer de confiance, de gratification, de repères dans l'exercice du rôle de père. On a fait, avec le regroupement pour la valorisation de la paternité en 2019, un sondage qui a permis de repérer justement ces trois formes de vulnérabilité ordinaire chez les pères, l'ensemble des pères. Donc, le fait de manquer de confiance, de gratification et de repères, c'est une façon pour les pères de manifester cette vulnérabilité. Le stress parental aussi, c'est une manifestation de vulnérabilité ordinaire. Et les conditions qui peuvent être associées à ça, évidemment, faible collaboration coparentale, faible sentiment d'être important, d'être valorisé par son enfant, par son entourage dans l'exercice du rôle de père. Ce sont des exemples là, de conditions. Dans le
dans le cas de la vulnérabilité problématique, les manifestations auxquelles on porte attention, et d'ailleurs, ce sont ces manifestations en partie qui sont incluses dans l'étude que je vais vous présenter dans quelques instants. On parle de détresse psychologique chez le père, on parle de problèmes de santé mentale, on peut parler aussi d'absence ou de faible responsabilisation face au bien-être de l'enfant, donc des pratiques parentales qui sont sous-optimales, inadéquates, ou envers la mère. Ici, on peut parler de violence conjugale, par exemple, sur ce plan-là, et les conditions qui sont associées à ça. Des exemples, c'est la précarité socio-économique, les conflits conjugaux sévères, séparation récente. On va revenir sur certains aspects à ce sujet-là. Donc, premier élément dans l'introduction, c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle de vulnérabilité. Et dans les résultats que je vais vous présenter, je vais principalement être en train de vous parler de vulnérabilité problématique, donc de ces pairs qu'on considère être en situation de vulnérabilité. L'autre élément, c'est à quoi ça sert de faire un portrait statistique d'un groupe particulier de personnes pour une région donnée. À quoi ça sert à l'intérieur d'un plus grand échantillon, de tirer quelque chose qui est spécifique à un groupe et à une région donnée? Il y a trois raisons pour lesquelles on fait ça. Il y a trois fonctions à une opération comme celle-là. La première, ça nous permet d'aller à la rencontre de ce groupe de personnes, en l'occurrence ici des pairs, dans la région de Montréal, sur l'île de Montréal, à partir des caractéristiques particulières que ces personnes-là nous révèlent, nous rapportent et qui présentent un intérêt pour nous en matière d'action que l'on peut faire dans leur vie, en matière d'action que l'on peut faire qui peut agir sur leur environnement. Et donc, de ce côté-là, le fait de faire ce portrait statistique pour une région en particulier, ça nous permet de nous approcher de ces personnes d'une certaine façon. C'est un peu comme si on leur parlait et qu'on écoutait ce qu'ils nous disent. Il y a, Pierre, il y a le micro, je pense, de certaines personnes qui est ouvert. Je ne sais pas si c'est possible de repérer. Ah, voilà. C'est bon. Merci. Euh, L'autre fonction aussi de faire une opération de production d'un portrait statistique comme celui que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est pour servir d'appui à la compréhension des enjeux qui sont propres à un territoire, à une région, et puis qui peut avoir une incidence sur un groupe particulier de personnes. Donc ici, les pairs. Puis quand on parle des enjeux propres, ici, on parle du genre d'environnement dans lequel ces pairs-là se retrouvent à déployer leur vie, à s'ancrer dans l'exercice de leur rôle. On parle évidemment d'environnement sur le plan géographique, physique, d'environnement humain, puis d'environnement social. Donc, c'est le fait de servir d'appui à une compréhension des enjeux, c'est de faire en sorte que justement ces enjeux-là, on les concrétise de manière beaucoup plus précise. Ça veut dire quoi? Être dans les souliers d'un père, première fonction. Ça veut dire quoi? Être dans les souliers d'un père sur ce territoire en particulier. Et la dernière fonction de faire un portrait comme celui que je vais vous présenter, c'est de trouver également une occasion de partager sur ces enjeux entre des personnes comme vous, hein, qui sont concernées, qui sont intéressées à vouloir agir sur la situation de ces personnes, de ces pairs, pour pouvoir planifier, organiser différents types d'actions qui vont avoir un impact dans leur vie. Donc, ça sert aussi, évidemment, à ça. C'est souvent cette troisième fonction que l'on va mettre en évidence quand on veut faire un portrait statistique. Je veux juste vous rappeler que cette troisième fonction, elle dépend beaucoup de comment est-ce qu'on a réussi à bien alimenter les deux premières fonctions. Comment on a réussi à bien comprendre ce qui se passe et à bien comprendre ce que les pairs nous disent à propos de ce qui se passe pour eux dans ce cas-ci. Très, très brièvement, on ne peut pas faire une conférence comme celle que je suis en train de faire sans parler de méthodologie.
Donc, rapidement, on parle d'un sondage qui a été fait auprès de pères ici au Québec ou de personnes qui s'identifient à ce rôle parental et des personnes qui ont au moins un enfant âgé de 17 ans au moins. Il y a 2119 répondants dans le sondage que l'on a fait entre le 1er mars et le 11 mars 2022. Et là-dessus, il y a 423 personnes qui ont déclaré habiter l'île de Montréal, principalement. Donc, c'est sur ce sous-échantillon 423 pairs que l'on va être en train de faire ici une présentation des résultats que l'on va comparer à l'ensemble des pairs. Donc, je ne vais pas ici être en train de comparer les 423 pairs de l'île de Montréal aux 1000 quelque chose, 1600 pairs il y a des autres régions. Ce n'est pas le genre de choses qui est utile ici à faire. Ça implique un autre genre de réflexion, le fait de faire ça. Mais je vais comparer ces pairs-là de l'île de Montréal à l'ensemble, tout l'ensemble, les incluant aussi eux-mêmes. Donc, voir comment est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent de ce côté-là. Rappelez aussi que le questionnaire était en français autant qu'en anglais. Donc, ça peut avoir une importance en termes de validité sur ce qui se passe pour vous sur l'île de Montréal. Et puis, il était composé d'items associés à la détresse psychologique, la précarité, et puis, mais aussi des éléments qui décrivent l'expérience, le parcours parental, il y a des pères, et puis qu'est-ce qui peut être susceptible d'influencer ces pères de vivre de la détresse ou de la précarité. Donc, fait saillant, comme ça, je vous en rafale 4 grands constats que l'on fait, puis dans les prochaines minutes, je vais vous détailler chacun de ces constats-là. Donc, le premier constat qu'on peut tirer de ce portrait statistique des pairs montréalais, mis en perspective avec l'ensemble, il y a des pairs au Québec, c'est les pairs montréalais rapportent plus de manifestations de vulnérabilité que ceux de l'ensemble du Québec. Un deuxième constat, la proportion de pairs, le nombre de pairs montréalais manifestant une détresse psychologique élevée a tendance à être plus forte, donc plus élevée, ce nombre-là, pour certains sous-groupes socio-économiques lorsqu'on compare cette proportion ou ce nombre au même groupe chez les pairs de l'ensemble du Québec. Je vais vous détailler ce genre de choses dans quelques instants. Troisième constat, les pairs montréalais rapportent moins de capacité de résilience, qui est un antidote à la détresse, en passant, que ceux de l'ensemble du Québec. Je vais revenir là-dessus. Et dernier constat, parmi les 5 facteurs personnels qui contribuent à une plus grande détresse psychologique chez l'ensemble des pairs au Québec, ben, les pairs montréalais se caractérisent par à la fois une plus grande présence de certains de ces facteurs, mais aussi à la fois à une moins grande présence d'entre eux. Donc, il y a quelque chose qui est une forme de profil qui se dégage ici de ce dernier constat. Je vais avancer en vous parlant maintenant plus précisément du fait que les pairs montréalais rapportent plus de manifestations de vulnérabilité que ceux de l'ensemble du Québec. Donc, je vais vous parler en premier lieu de la détresse psychologique, des idées suicidaires, puis après, je vais revenir sur la question de la résilience dans l'autre constat. Donc, ce sont les manifestations de vulnérabilité particulières sur lesquelles on s'est penché dans le cadre de ce sondage-là. Et ici, pour ceux qui connaissent les résultats du sondage global, je rappelle qu'il y a 13% des pairs qui ont rapporté avoir un indice de détresse psychologique élevé dans l'ensemble du Québec. 13%, là, c'est un pair sur 7. Si on dit qu'il y a environ 1 million de pairs au Québec, c'est 130 000 pairs qui sont en train de nous dire ça ne va pas pantoute dans ma vie actuellement. J'en arrache. Okay? Et lorsqu'on regarde il y a les résultats pour les pairs qui vivent dans la région, sur l'île de Montréal, ce nombre-là, cette proportion-là augmente à 17%. C'est un pair sur 6, ça, ce chiffre-là. Et puis,
Donc ici, c'est une augmentation de 31%. Donc les pères sont 31% plus souvent en train de déclarer qu'ils sont dans une zone de détresse psychologique élevée lorsqu'ils vivent sur l'île de Montréal comparé à l'ensemble du Québec. Les idées suicidaires, une autre manifestation de vulnérabilité. Et ici, on pense d'une différence entre 7% de personnes qui rapportent avoir eu dans l'année précédente des idées suicidaires pour l'ensemble du Québec à 10%. Donc, c'est une différence qui est quand même notable. C'est 43% de plus de pères ici dans la région de Montréal qui rapportent avoir eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. Et on remarque que le lien entre la détresse psychologique et les idées suicidaires, ça reste la même chose. Okay, qu'on soit dans l'ensemble de l'échantillon des pères québécois ou lorsqu'on est dans le sous-groupe des pères montréalais. Donc, le fait d'avoir de la détresse psychologique élevée, ça n'a pas nécessairement ici, dans la région de Montréal, un impact qui explique l'augmentation des idées suicidaires. C'est probablement simplement un lien intéressant à noter. Deuxième constat, la proportion des pères montréalais qui manifestent une détresse psychologique élevée a tendance à être plus forte pour certains sous-groupes socio-économiques. On voit ici à gauche du schéma, à gauche de la diapo, le 13% de proportion de détresse psychologique de pères qui manifestent une détresse psychologique élevée dans l'ensemble du Québec. Et lorsque on regarde le sous-groupe des pères qui se retrouvent avec un revenu familial annuel plus bas, hein, donc cette proportion passe de 13% à 29%. C'est presque deux fois, un peu plus que deux fois la proportion que l'on retrouve chez l'ensemble des pères. Lorsqu'on regarde chez les pères montréalais, donc il y a 17% de pères qui manifestent de la détresse psychologique élevée sur l'île de Montréal, mais lorsqu'on regarde pour le sous-groupe des pères qui ont des revenus faibles, cette proportion augmente à 43%. C'est 4 pères sur 10 qui ont des faibles revenus, qui vont rapporter sur l'île de Montréal ressentir de la détresse psychologique à un niveau élevé. L'autre facteur aussi qui est notable, c'est la question de la séparation conjugale au cours des 5 dernières années. Dans l'ensemble de l'échantillon au Québec, on passe de 13% pour monsieur tout le monde à 25% de détresse psychologique élevée pour ces pères en particulier qui ont vécu une séparation conjugale. Et lorsqu'on regarde pour l'échantillon montréalais, le groupe de pères ici sur l'île de Montréal, ben, on passe de 17% à 41% de détresse psychologique élevée chez les pères qui rapportent avoir vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années. C'est un peu comme si le fait d'être pauvre et le fait d'être séparé, lorsque c'est vécu sur l'île de Montréal, ça a un impact plus grand sur la détresse que les hommes vont rapporter comparé aux pères de l'ensemble du Québec. Autre manifestation ou indicateur de vulnérabilité, la résilience. Et ici, c'est à l'envers qu'on l'examine. C'est la faible résilience. Quand on parle de résilience, on ne parle pas d'être fort, là, puis de résister, un peu comme l'histoire le dit, un chêne, c'est capable de résister à une tempête. Là, la résilience ne sert pas à qualifier l'existence du chêne. Elle sert plutôt à qualifier l'existence du roseau
qui est juste à côté, qui lui est capable de plier. Hein? Donc, oui, il va se faire brasser par le vent, mais en quelque part, il va être en mesure de pouvoir retrouver sa position initiale. Donc, la résilience, c'est cette capacité à rebondir, c'est cette capacité pas juste à se tenir debout, mais à se relever. Vous ayez en tête, vous savez, ces poupées qui ont un fond rond et qui ont un poids à l'intérieur de ce fond, et puis que quand on les pousse, elles se relèvent elles-mêmes, comme ça. Ben, c'est ça la résilience. C'est pas la capacité à être fort puis à affronter des choses, c'est la capacité à pouvoir se reconstruire, à pouvoir se relever. Donc, cet indice-là ici, lorsqu'on regarde des zones de faiblesse dans cette capacité de résilience, on constate que, effectivement, les pairs de la région de Montréal ont une plus faible capacité de résilience, donc dans une plus grande proportion, vont avoir de la difficulté à se relever lorsque la vie les bouscule, okay? Lorsqu'ils se retrouvent face à des situations difficiles, comparé à 17 de pairs dans cette zone de faible résilience. Donc, ici, c'est une augmentation de 26 de ce que l'on trouve par rapport à l'ensemble du Québec. Et donc, ici, c'est le fait de vivre à Montréal, il y a quelque chose qui vient ronger, gruger, effriter cette capacité de résilience à faire face à ce qui peut arriver dans la vie des pères. Donc ça, c'est un aspect intéressant à noter. Je dis intéressant, là, pas parce que c'est yes, on est content que les pères aient moins de capacité de résilience, mais c'est intéressant lorsqu'on essaye de penser à comment on peut aider ces pères en situation de vulnérabilité. Quatrième, dernier constat, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a 5 facteurs qui nous aident à expliquer, puis je vais dire un gros mot, là, à prédire la détresse psychologique des pères. Donc, lorsqu'on regarde l'ensemble de l'échantillon et puis qu'on essaye de voir qu'est-ce qui nous aide sur le plan des facteurs personnels, qu'est-ce qui nous aide à expliquer que certains pères vont rapporter de la détresse plus ou extrême, tandis que d'autres vont en rapporter moins ou très peu. Okay? Donc ici, les 5 facteurs ils sont listés ici dans la partie gauche de la diapo. La violence dans l'enfance et l'adolescence du père est un facteur qui est important, okay? Qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui fait que plusieurs années plus tard, un père peut avoir de la difficulté sur le plan de sa détresse psychologique, le fait qu'il porte cette charge développementale. Quand on parle ici de violence dans l'enfance et dans l'adolescence, même on ne parle pas nécessairement juste de charge développementale, on parle même de surcharge développementale. Il traîne quelque chose. Okay? Et ça c'est un facteur quand même qui est important pour expliquer la détresse que les pères rapportent. La relation coparentale insatisfaisante est un autre de ces facteurs-là. Donc, le fait d'avoir de la difficulté à, à considérer que je travaille bien en équipe avec la mère de mon ou de mes enfants, ça contribue à ma détresse psychologique lorsque c'est pas là, cette collaboration coparentale. Le manque de confiance en ses propres habiletés, à ses habiletés à être un bon père, c'est aussi un autre facteur important qui explique la détresse psychologique chez les pères. Et les 2 autres éléments, c'est l'absence d'aide de leur entourage. Donc, quand on parle de leur entourage ici, on inclut évidemment pas la conjointe parce qu'on l'a évalué dans la relation coparentale, mais on parle ici des autres membres de sa famille, son propre père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues de travail, bref, l'entourage immédiat. Et donc, le fait d'avoir une
absence d'aide de la part de l'entourage, ça place les pères dans une situation où ils vont rapporter davantage de détresse psychologique. Je veux juste souligner que quand on parle d'absence d'aide de leur entourage, ici, dans l'ensemble de l'échantillon, c'est quand même à peu près 6 pères sur 10 qui nous ont dit qu'ils pouvaient rarement ou jamais compter sur leur entourage. Okay? On va voir qu'est-ce qui arrive avec le sous-groupe des pères dans dans la région de Montréal dans quelques instants. Et le dernier facteur, il y a le 5e facteur, c'est l'utilisation de l'aide psychosociale. Donc, quand les pères savent où s'adresser ou ne savent pas où s'adresser, c'est plus dans ce sens-là, ils vont rapporter plus de détresse psychologique. Et lorsque les pères consultent moins, vont moins chercher des services spécialisés face à leur situation, ils vont rapporter également plus de détresse psychologique. Vous aurez compris que individuellement, ces 5 facteurs contribuent à la détresse psychologique des pères, mais qu'évidemment, leur accumulation, c'est aussi un autre aspect qui doit être mis en perspective, qui doit être également considéré comme étant un facteur qui contribue à la détresse psychologique des hommes. Donc, le fait d'avoir été violenté dans son enfance, de se retrouver actuellement avec une relation coparentale insatisfaisante en plus, d'avoir peu d'aide de la part de l'entourage, blablabla, ça va faire en sorte que cette équation-là va être assez explosive sur le plan de la détresse psychologique que les pères vont rapporter. Qu'en est-il avec les pères de la situation de la région de Montréal? Leur situation à ces pères-là nous amène à constater qu'il y a plus de pères de la région de Montréal comparé à l'ensemble du Québec qui vont rapporter avoir vécu de la violence physique sévère dans leur enfance et de la violence sexuelle. Par exemple, pour l'ensemble de l'échantillon, les pères qui rapportent avoir subi des agressions sexuelles, c'est 9 des pères. Dans la région de Montréal, c'est 13 des pères qui rapportent ce genre de phénomène. Une relation coparentale insatisfaisante, c'est 39 plus de pères dans la région de Montréal qui vont rapporter ce genre de facteurs à l'intérieur de leur vie. Tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, là, je vous ouvre une parenthèse, ce sont des choses qui viennent expliquer pourquoi on passe de 13 de détresse psychologique élevée dans l'ensemble de l'échantillon à 17 dans la région de Montréal. Ce sont des choses qui nous permettent d'expliquer en bonne partie cela. Manque de confiance en ses habiletés à être un propre père. Dans la région de Montréal, c'est 60 de plus de pères qui vont être en train de nous dire ah, ça fait partie de ma vie quotidienne, d'avoir cette difficulté. Okay? L'absence d'aide de leur entourage, là, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un peu moins de pères de la région de Montréal qui vont considérer que leur entourage est jamais ou rarement aidant. Donc, si on revire ça un petit peu à l'envers, les pères de la région de Montréal vont considérer un petit peu plus leur environnement, leur familial, leur entourage comme étant un petit peu plus aidant. Okay. C'est pas beaucoup, mais c'est intéressant de noter. Sur des échantillons comme 423 puis 2119 paires, ben, c'est des choses qui ressortent comme étant des résultats statistiques significatifs. Fait qu'il faut les noter, ces éléments-là. L'autre chose, c'est que il y a moins de pères dans la région de Montréal qui vont répondre oui, je sais où m'adresser à la question qui les invite à le faire. Savez-vous où vous adresser si vous avez besoin d'aide? Donc, il y a moins de pères dans la région de Montréal qui disent oh, oui, je sais. Donc, c'est un peu contradictoire parce que si on met ça en lien avec le fait que probablement dans la région de Montréal, il y a plus de services disponible que, par exemple, dans plein d'autres régions au Québec, Côte-Nord, etc. Il y a quelque chose qui est intéressant ici à noter. Donc, les pères savent moins où s'adresser, un peu moins où s'adresser, mais lorsqu'on pose la question, est-ce que vous avez consulté une ressource d'aide professionnelle?
au cours de la dernière année, ben, les pères vont avoir tendance à Montréal à dire oui, oui. Et donc, c'est 21% de plus de pères qui, dans la région de Montréal, vont dire oui, oui, j'ai consulté. Est-ce qu'ils ont consulté la bonne ressource en lien avec leurs besoins? Ça, on ne le sait pas. Okay? Et puis, s'ils ont consulté des ressources et le fait qu'ils sachent moins que les autres pères de l'ensemble de la région, quelles sont ces ressources-là? Donc, il y a quelque chose ici qui peut être mis en lien avec le fait de l'aide de leur entourage. Peut-être qu'une hypothèse qu'on peut faire ici, c'est peut-être que leur entourage, comme il est un peu plus là pour les aider, peut-être qu'une des choses que cet entourage a fait, c'est de dire aux hommes, va chercher de l'aide. Ça fonctionne probablement mieux. Il y a peut-être un lien entre ces choses-là. On n'a pas réussi à examiner avec les données que l'on a sous la main ces éléments-là. Il faudrait probablement faire une autre étude plus précise à ce sujet. Je vois le temps avancer, donc je suis déjà rendu à la conclusion de mon propos. Et puis, je vais, en tout cas, je vous propose de l'organiser en lien avec une expression que l'on a en psychologie environnementale, en sociologie, qui est les lieux font les liens. Donc, le fait de se retrouver dans un environnement particulier, ça va venir charpenter, ça va venir conditionner d'une certaine façon le genre de lien qu'on va réussir à créer entre nous et les autres personnes. Okay? Les liens sociaux, ils ne se créent pas dans un vacuum, ils se créent dans des lieux particuliers. Et donc, cette maxime, les lieux font les liens, ben, je vous invite à la garder en tête dans les éléments de conclusion que je vais vous rapporter ici. Premier élément, quand on parle de la vulnérabilité des pères, de la vulnérabilité problématique, donc les pères en situation de vulnérabilité, je pense qu'une des choses que ce sondage-là nous rapporte, c'est de considérer que cette vulnérabilité, c'est principalement une vulnérabilité de lien, plutôt qu'une vulnérabilité intrinsèquement personnelle, hein, qui dépend de, de failles que les pères pourraient avoir. Non, le sondage n'est pas en train de dire ça. Il ne manque pas un tarot ou une vis en quelque part chez les pères qui, à Montréal, manifestent plus de détresse psychologique élevée qui probablement, donc, c'est pas parce que ils ont une plus grande fragilité intrinsèque, c'est pas parce que l'adversité qu'ils ont vécue dans leur enfance les condamne davantage à être des pères en difficulté. C'est pas parce que ils souffrent d'un déficit cognitif ou d'une indifférence à l'égard de ce qui est disponible autour d'eux qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette situation. C'est principalement vraiment le genre de lien qui, un peu comme la dernière phrase, qui nous amène à faire l'hypothèse que ces pères en situation de vulnérabilité dans la région de Montréal évoquent probablement plus un isolement puis une moins grande interdépendance entre eux et les gens qui sont dans leur environnement pour les soutenir dans l'exercice de leur rôle parental. Okay? On est plus vraiment sur ce genre de choses actuellement quand on essaie d'interpréter les résultats. Si on garde cette perspective en tête, donc les lieux font les liens, il y a trois enjeux qui peuvent émerger ici. Je les exprime ici en termes de questionnement pour pouvoir permettre de faire en sorte que des gens dans votre position puissent être interpellés. Hein, quand on se fait poser une question, ça nous amène à s'engager dans cette façon d'essayer de répondre, de trouver des réponses. Donc, trois enjeux. Comment certains lieux sur le territoire de Montréal contribuent-ils à déliter, à affaiblir les liens qui sont nécessaires à l'exercice responsable, adéquat, positif de l'engagement paternel et de la collaboration coparentale? Okay? Comment certains lieux
agissent-ils pour affaiblir ça, ce genre de choses? Strictement et particulièrement à Montréal. Comment les pères montréalais sont-ils actifs dans ces lieux pour préserver des liens qui leur permettent, malgré les obstacles, de vivre, et ça même partiellement, leur rôle de père de manière confiante, gratifiante et puis de manière éclairée avec des repères? Comment est-ce que les pères composent avec cette vulnérabilité de lien que j'évoquais à l'instant? Parce que les pères, ils ne sont pas inactifs là-dedans. Je vous l'ai dit, la vulnérabilité, la conception qu'on a de la vulnérabilité, c'est un phénomène qui amène la personne à agir dans sa vie. C'est pas quelque chose qui va l'écraser complètement. Au contraire, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'elle va se mettre en action pour essayer de composer avec ces éléments-là. Et la principale source d'action, c'est comment ils peuvent être interdépendants, comment ils peuvent avoir besoin des autres, mais comment aussi être dans une situation où ils répondent aux besoins des autres aussi en retour. Donc, comment est-ce que les pères montréalais sont actifs là, dans ces lieux-là à pouvoir préserver quelque chose qui est intéressant dans l'exercice de leur rôle de père, dans l'exercice aussi de leur rôle comme coéquipier avec la mère de l'enfant. Et comment ces lieux peuvent-ils être transformés pour qu'ils deviennent plus propices à l'établissement puis au maintien de liens qui soutiennent l'engagement paternel et la collaboration coparentale? Je ne sais pas si vous voyez, mais cette question-là, elle déplace un petit peu la cible ici. Donc, la cible, c'est plus juste comment est-ce que ces lieux-là favorisent l'engagement paternel et la coparentalité. C'est comment ces lieux-là peuvent être une source de liens qui, eux, ces liens-là, vont contribuer à un meilleur engagement paternel, à une meilleure collaboration coparentale. C'est des défis là, que l'on a. Et ça suscite aussi des pistes d'exploration. Il y en a deux. Je vais terminer là-dessus, puis on pourra avoir un échange autour de ça. Des pistes d'exploration à propos des conditions de vie. Des conditions de vie qui viennent compliquer l'engagement paternel et la collaboration, entre autres parce que l'aspect intermédiaire de cette complication-là, c'est que ça agit ces conditions de vie pour créer plus d'isolement, pour affaiblir les liens d'interdépendance qui sont nécessaires à l'exercice du rôle de père. Et donc, ces conditions-là, ils rendent difficile le fait d'être un parent. Puis vous savez, en fait, ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est être un parent, être une mère ou être un père, c'est essentiellement d'être en lien. D'être en lien avec son enfant, évidemment, mais d'être en lien avec plein de monde autour. C'est très difficile d'être un parent et puis de se concevoir comme étant tout seul. Par contre, dans notre société, on a tendance à faire cette équation-là. Un bon parent, c'est un parent qui est capable tout seul d'exercer son rôle. Ça ne marche pas comme ça. L'exemple que je donne parfois là-dessus, c'est si on exerce son rôle tout seul, c'est un peu comme faire de la plongée en apnée. Hein, il faut prendre une grande respiration, on plonge. Les premières secondes, les premières minutes, ça va, mais on ne peut pas rester là. Okay? Il faut être en train de remonter à la surface, il faut être en train de se tisser, de retisser des liens avec notre entourage pour pouvoir agir comme parent. C'est vrai pour la mère, c'est tout aussi vrai pour les pères, pour ce que les hommes peuvent vivre dans l'exercice de leur rôle de père. Donc ici, ça ouvre sur certains éléments qui sont probablement intéressants à examiner. Donc, comment on peut mieux connaître les obstacles qui contribuent à la fois à maintenir ou à détériorer ces conditions de vie sous l'angle de l'engagement des pères et de la collaboration coparentale. Souvent, on arrête à conditions de vie, cette question-là. On dit quels sont les obstacles qui contribuent au maintien et à la détérioration des conditions de vie dans la vie des personnes en général.
Ici, c'est intéressant de la conjuguer, cette question-là. Quels sont les obstacles qui contribuent au maintien et à la détérioration de ces conditions de vie sous l'angle de ce que les pères peuvent vivre, sous l'angle de ce que les pères ont besoin d'avoir dans leur vie pour pouvoir réaliser leur rôle de père. C'est pas tout à fait la même chose. En partie, oui, mais en partie, non, d'exercer un rôle de père que d'exercer un rôle de mère. Fait que l'examen des obstacles liés aux conditions de vie, c'est intéressant de les conjuguer au masculin ici. Qui sont les alliés du réseau de services aux enfants, aux familles, qui ont de l'influence sur l'amélioration de ces conditions de vie? Donc, vous ici, probablement que vous êtes tous à l'intérieur de ce réseau de services aux enfants et aux familles. Je dis probablement, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas un lien direct là, ou un mandat direct dans ce réseau de services, mais les alliés, c'est des alliés à l'extérieur de cet écosystème de services. C'est qui ces alliés-là qui peuvent aider à faire en sorte d'avoir de l'influence sur l'amélioration des conditions de vie? On parle du domaine de l'économie, on parle du domaine du travail, on parle du domaine du logement, bon, plein de choses ici. Et comment on peut conjuguer l'action de ces alliés-là au masculin et au paternel, plutôt que de façon très générale en termes parentaux? Okay? Euh, Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont porteuses, qui peuvent en inspirer d'autres? Euh, Comment on peut faire participer aussi les pères, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité, à des démarches de transformation de leur milieu de vie familial? J'ai été quand même assez proche pendant une dizaine d'années de l'expérience d'avenir d'enfant, que probablement plusieurs parmi vous avez connu. Et cette initiative Avenir d'enfants visait à mobiliser des collectivités autour des besoins des tout-petits. Et puis, dans des démarches de transformation du milieu des familles, c'est surtout des mères qui ont participé à ces démarches-là. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser la participation des pères aussi à la manière de penser comment on peut transformer l'environnement dans lequel les familles vivent? Okay? Donc, ça, c'est aussi un élément intéressant à garder en tête. Je finis par la seconde et dernière piste d'exploration qui touche l'offre de service maintenant. On a parlé des conditions de vie, comment on peut agir là-dessus, qui sont les alliés qui nous aident à agir là-dessus si nous, c'est pas notre mandat de faire ça. Et maintenant, ce qui rentre dans notre mandat, quelle offre de service on peut faire aux pères, à la diade coparentale et aux enfants. Donc, quand on pense à disponibilité, accessibilité, qualité des services, mais dans la perspective des pères en situation de vulnérabilité, certains services peuvent être bien intéressants pour des mères et pas du tout pour des pères. Okay? Certains services peuvent être disponibles pour des mères, mais pas pour des pères. Donc, dans la perspective des répercussions de cette vulnérabilité sur la relation père-enfant, puis de la collaboration coparentale, on n'a pas beaucoup réfléchi encore à analyser nos services sous cet angle particulier. Donc, en termes aussi de stratégie de démarchage et de travail de proximité, il y a plusieurs initiatives depuis à peu près un an et demi, 2 ans, là, qui portent là-dessus sur la question du travail de proximité auprès des familles. Comment sont-elles inclusives, il y a des pères? Donc, on ne veut pas juste s'approcher ici des pères, on va être aussi en train de s'approcher de leur expérience en tant que père et puis expérience en tant que coparent avec une mère à côté d'eux, qui a eu une séparation ou non. Et dernier élément, agir de manière précoce sur le développement d'habiletés parentales et coparentales chez les pères, mais avec des messages et des activités face auxquelles ces pères se reconnaissent et qui leur permettent d'habiter plus complètement l'expérience de devenir et d'être un père et un coparent.
Donc, comment est-ce que les offres de services de développement des habiletés parentales lors de la période périnatale, par exemple, quand on parle de manière précoce, comment on peut aider les pères à habiter de manière plus complète l'expérience de devenir et d'être un père et un coparent? Actuellement, lors de la période périnatale, on invite plutôt les pères ou on confine plutôt les pères à être des accompagnants de la mère, à être des figures de soutien de la mère qui porte l'enfant, qui le met au monde, qui l'allaite. Et c'est tout à fait intéressant, mais ça fait une expérience qui est un peu tronquée. Le père a une expérience beaucoup plus large que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher ce genre de choses? Vous avez ici le lien puis j'ai vérifié, là, il fonctionne encore, ce lien, Pierre, pour avoir accès à la documentation complète et au rapport avec les chiffres plus détaillés que ceux que je vous ai présentés à cette adresse. Et puis, ben là, j'ai fini. Je me ferme la boîte. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup, Carl. C'était fort intéressant. Il y a quelques questions dans la zone de clavardage, donc je vais te les adresser pour les personnes qui désirent en poser là, de vive voix. Donc, levez la main, je vais vous attribuer le tour de parole. 2 questions sur la méthodologie, Carl, sur la composition de l'échantillon. Là, bon, une personne, je pense que c'est Thomas qui dit Montréal est composé environ à 37 de personnes immigrantes. Donc, est-ce qu'on a tenu compte de cet élément-là dans la composition de l'échantillon? Oui, Thomas, on en a tenu compte. Évidemment, quand on parle, par exemple, euh, d'adversité dans l'enfance et dans l'adolescence, le fait de provenir d'une culture puis d'être ici issu de l'immigration, on se retrouve probablement avec des différences qui peuvent être expliquées de cette façon-là. Peut-être que dans d'autres cultures, le fait... Mais là, on ne parle pas juste d'une tape, là, OK? On ne parle pas juste de stratégie disciplinaire, de correction physique, là, recevoir une tape sur les fesses, là. On parle de violence physique sévère, puis on parle d'agression sexuelle ici. Donc, oui, ça peut expliquer en partie certaines choses, le fait de vivre sous cet angle-là, là, je prends ça par exemple, le fait d'être issu de l'immigration, mais c'est vraiment, ça explique pas tout. Les pères qui sont issus de l'immigration, évidemment, vont avoir une expérience particulière, mais elle n'est pas complètement différente de celle des autres pères, là. OK. Aussi, deux questions qui se ressemblent un peu sur la composition encore là de l'échantillon. Est-ce que ça concerne bien des personnes de Montréal ou des personnes de la banlieue? Rive-Sud? Montréal, l'île de Montréal. C'est L'île bon. de Montréal, c'est ça. Il y a une personne de Laval qui est jalouse un peu de Montréal dans le sens où elle demande s'il y a une étude de semblable qui existe pour Laval. Donc, je te laisse y répondre, Carl, si tu veux. Ben, en fait, non, parce qu'on ne nous l'a pas demandé. Donc, vous pouvez vous adresser au regroupement pour la valorisation de la paternité si vous souhaitez euh, faire en sorte que on puisse faire un peu la même chose, là. Je pense qu'ici, le regroupement pour la valorisation de la paternité a eu un petit faible pour l'île de Montréal En parce fait, qu'il est... Ouais, c'est ouais, ben, ça. en fait, l'étude, on a commandé l'étude à Montréal via le Comité régional en santé et bien-être des hommes, puis l'OROIM. Donc, je sais que pour Laval, il y a un comité santé et bien-être des hommes. Donc, peut-être que je vais voir, je vais prendre je prends en note, puis je vous reviendrai là, avec la RVP, puis la personne que je pourrais interpeller à Laval pour voir si vous ne pouvez pas faire une étude, aller sortir extraire des données là, du sondage provincial. Les données sont disponibles, donc si vous souhaitez faire en sorte de les travailler aussi vous-même, pas de problème. Il y avait une autre question sur l'entourage des pères pour soutenir les pères dans leur paternité. Il y a Jean-Pierre qui pose la question. euh, Est-ce que les pères ont moins d'aide après avoir sollicité leur entourage ou ils n'osent pas la demander? Euh, on a vu dans les résultats, les pères vont aller chercher, dans la région de Montréal, vont aller chercher
de l'aide, ils vont aller en chercher plus souvent que les pères de l'ensemble du Québec. Euh, toutes les hypothèses sont bonnes pour être en train d'essayer d'expliquer quel rôle l'entourage d'un père joue dans la manière d'apporter de l'aide à ce père-là. Ça peut être, l'entourage peut jouer un rôle direct, c'est-à-dire d'être là pour écouter, pour soutenir, et ça, c'est essentiel. Mais on constate ici probablement, puis encore là, il faut aller vérifier, mais mon pif me dit que c'est probablement le cas. Probablement qu'une autre façon d'aider les pères de l'entourage à Montréal, si les pères eux-mêmes connaissent moins les ressources, l'entourage connaît peut-être ces ressources-là. Et puis, donc, le fait d'avoir un peu plus de soutien de l'entourage, ça crée peut-être des situations plus propices d'être en train de dire, va à tel endroit ou je parle à telle personne que je connais. Okay? Et quand on parle de l'entourage des pères, on ne parle pas juste des gens de leur famille, on parle aussi de d'autres pères avec qui ces pères-là peuvent être en contact plus ou moins régulier et qui peuvent être également une source de réflexion sur leur détresse et leur capacité à aller demander de l'aide. Il y a Marie-Claude qui pose une question, en fait, qui met la main sur un des paradoxes du sondage du volet montréalais du sondage, sur dire, est-ce qu'elle mentionne dans la zone de clavardage, c'est-à-dire qu'à Montréal, ce ne sera pas long, je vais reprendre là, pour ne pas me tromper. Donc, c'est-à-dire qu'à Montréal, la communauté est moins tissée serrée qu'ailleurs. Donc, toujours dans le soutien apporté aux pairs, il y a beaucoup de monde, il y a une proximité, il y a beaucoup de ressources, mais en même temps, la connaissance des ressources n'est pas nécessairement toujours là. Oui, ben, moi j'ai tendance à être plutôt d'accord avec ce constat-là ou cette conclusion. À Montréal, la communauté est peut-être moins bien tissée, pas de manière générale, mais autour des pairs. Parce que dire qu'une communauté est bien ou moins bien tissée, de manière générale, c'est une chose. Mais lorsqu'on la regarde, cette communauté, comment on fait communauté? Hein? Communauté, c'est pas le nom d'un objet, c'est le nom d'un verbe, en fait. C'est de faire quelque chose ensemble. Ben, peut-être qu'à Montréal, le faire quelque chose ensemble, lorsqu'on est dans les souliers d'un père, c'est un peu plus difficile que dans d'autres endroits. Donc, la perspective des pères ici est importante. Je ne vois pas d'autres questions dans le clavardage. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient ça prendre le micro, ouvrir leur micro pour adresser des questions en direct? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre présence, Carl. Je te remercie. Non, oui, oui, Marie-Claude. Ben, peut-être avec ces constats-là, c'est quoi les perspectives d'action qui seraient comme à privilégier à Montréal en dehors du fait d'inclure plus? Là, je comprends que des fois, le système de santé, le réseau santé services sociaux s'adresse plus souvent effectivement aux mères qu'aux pères. Là. Il y a des trucs à déconstruire. Mais sinon, quand on parle de réseautage, c'est difficile dans les milieux urbains de réseauter les gens. Y a-t-il comme des stratégies ou des actions qui existent ou qui se font peut-être en région, qui ne se font pas à Montréal? Y a-t-il comme des façons de faire sur lesquelles on devrait s'inspirer? Ben, d'ailleurs, je proposais que vous, collectivement, vous essayiez de répondre à cette question-là. Quelles sont les initiatives qui semblent particulièrement intéressantes pour pouvoir être en train de créer autour des pairs cette forme de lien qui est nécessaire à l'exercice de leur rôle? Fait que, moi, j'aurais envie de vous retourner à cette analyse-là collectivement. Où est-ce que vous faites des bons coups là-dessus? Parce que Marie-Claude, tu peux poser la question, mais peut-être juste dans ta cour à toi, il y a déjà des éléments qui permettent d'être justement des éléments de réponse à une question comme celle-là. Et puis, fait que plutôt que d'aller chercher en Mauricie, il y a en Outaouais des initiatives qui peuvent être intéressantes. Au départ, ce serait probablement intéressant de faire cette analyse
Où est-ce que collectivement, nous, ici sur l'île de Montréal, on est capable d'agir sur ce genre de lien que les pairs peuvent avoir? À quoi ça ressemble des actions où vraiment on a l'impression que c'est ça qu'on est en train de faire? Oui, ben on l'a vu à Coopère Rosemont, là, mais après ça, multiplier ces actions-là, on dirait que c'est difficile, puis c'est quand même des actions qui prennent du temps. Tu sais, Puis Fait que c'est quelque c'est pour chose, ça que ouais. je me demande, est-ce qu'ailleurs, ils ont trouvé des façons de faire qui sont plus, Non, il plus y a personne. parlantes, plus portantes, je ne sais pas. Il y a personne qui a eu la solution magique là-dessus. Puis tu as mentionné quelque chose d'important, la question du temps. OK? Et cette question-là, on la voit comme étant souvent un obstacle qui va nous empêcher de faire les choses. Quand en fait, ça fait partie de l'équation. C'est que pour faire bien les choses, il faut prendre le temps de les faire. Pour bien faire les choses, il faut voir comment on peut s'installer en termes de durabilité dans la vie des pairs, sans être en train de leur imposer notre présence, mais comment est-ce qu'on peut créer des liens plus continus dans leur vie? C'est qui peut être en train de faire ça et dans quelles conditions on arrive à le faire? Fait qu'il ne faut pas considérer le temps comme étant un problème, il faut le considérer comme étant un objectif que l'on doit avoir dans les actions que l'on pose. Ça veut dire toutes les actions qui sont ponctuelles, là, c'est peut-être pas là-dessus qu'on devrait construire une action plus globale. Oui, elles vont être importantes, mais c'est peut-être pas là-dessus. Je vois René Bouffard qui a levé la main. Oui, je pense qu'on a un bel exemple à Montréal avec le Rohim. On a besoin de Rohim un peu partout au Québec. Je regarde, on est, nous, avec le Rohim depuis ses tout débuts. L'évolution de ce regroupement-là au fil des années, en particulier, je vous dirais, dans les 3 dernières années avec l'implantation du plan d'action ministériel, le rôle de ce plan-là a joué en santé bien-être des hommes, c'est-à-dire que ce plan-là a joué au niveau des différents CIUS de la région de Montréal et irradié même sur les couronnes nord et sud, a eu un impact majeur. Mais tout ça parce qu'il y a eu, je dirais, une organisation qui s'appelle le Rohim qui a chapeauté le tout, qui a joué le rôle de locomotive, de leader dans le dossier comme tel. Qui a créé du lien. Exactement, exactement. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès là-dessus. Là. Merci, René. Oui, merci René. Donc, j'en profiterai aussi pour les personnes qui ont en période de renouvellement et d'adhésion au Rohim. Donc, pour celles et ceux qui veulent adhérer au Rohim, allez sur notre site Internet. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir en tant que membre. Il y a des catégories de membres, tout ça. Il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. Les gens mentionnent que c'était fort intéressant. Donc, effectivement, je te transmets ces commentaires-là, Carl. Puis je vous remercie beaucoup de votre présence. Comme je vous l'ai dit tantôt en entrée de rencontre, d'activité, donc, il y a un enregistrement qui est fait. On va vous faire parvenir cet enregistrement-là avec le document de présentation là, dans une communication courriel qu'on vous achemine d'ici la fin de la semaine avec un sondage d'appréciation. Une prochaine activité au mois de mai qui vient sur l'accueil de la demande d'aide des hommes qui vivent et qui sont en situation de rupture conjugale. Donc, c'est une conférence qui va être donnée par l'équipe de pairs séparés. On n'a pas encore déterminé la date, mais ça risque d'être autour de la mi-mai, après la mi-mai, tout ça. Donc, on va vous informer aussi là, de cette prochaine activité-là par courriel, étant donné que vous êtes dans notre base de données maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup, Carl. Un grand merci à toi aussi pour cette belle présentation très intéressante. Puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.